Alors on va maintenant parler de l'édition 2016 du CES, mais surtout de l'impressionnante présence française au CES. Pour en parler, je vous rappelle que nous avons donc Sébastien Cotte, qui est fondateur de Mon Territoire Numérique et coach au sein de Mission CES, Paul Benoît, fondateur de Carnot Computing, et Romain Fonade, responsable marketing de Drust. Alors messieurs, vous étiez tous les trois au CES. Est-ce qu'on peut dire que vous venez de rentrer, est-ce qu'on peut se dire que ça s'est bien passé pour vous ? Bah écoutez, oui, ça s'est très bien passé. Nous, c'était la première fois qu'on y allait. C'est extrêmement impressionnant. Il y a une organisation complètement incroyable, un nombre de visiteurs colossal, et puis finalement assez qualifiés. Nous, on a vu des gens venir sur nos stands. On a eu vraiment que des gens très intéressés, très en pointe sur les différents sujets. On a vu beaucoup de Français aussi, et on a vu à la fois des journalistes. Nous, on était à l'Unveil qui se passe avant. Ensuite, on a vu pas mal d'investisseurs, de distributeurs, d'acheteurs, et puis de potentiels clients aussi de notre produit. Ouais. Donc une édition cette 2016 qui s'est plutôt bien passée pour Carnot Computing. Oui, très bien. Ouais. Et pour Drust ? À peu près le même feedback. J'ai trouvé ça à titre personnel vertigineux d'abord, parce qu'il y a à peu près 240 000 mètres carrés d'exposition. Ensuite, on a ressenti une certaine fierté de faire partie de de représenter la France, de faire partie de la French Tech et d'exposer sous ce pavillon-là. Et en effet, ça nous a permis de développer une visibilité incroyable avec des retombées médiatiques considérables, à la fois presse mainstream, mais aussi presse spécialisée, presse internationale, comme TechCrunch par exemple. Ça nous a permis aussi de rencontrer des personnalités assez inspirantes, comme le ministre dont on vient de parler, mais aussi comme Fred Potter, comme Henri Seydoux qui sont passés sur notre stand. Et ça nous a permis aussi de rencontrer des partenaires éventuels, des distributeurs et des investisseurs. Donc c'est vraiment un super moyen de se développer et c'est un coup de projecteur incroyable. Donc ce qui ressort de là, c'est qu'en fait le CES, la première mission, enfin de ce que je comprends du CES, c'est que ça favorise les rencontres. C'est ce que vous remarquez également chez Mission CES ? C'est tout l'objet effectivement d'un salon comme celui-là. Sur les 45 startups que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans le cadre de Mission CES, qui viennent de régions comme Languedoc-Roussillon, Auvergne, Bretagne, PACA, Poitou-Charentes et Normandie, le premier objectif pour eux, c'est de rencontrer des gens pertinents. Et c'est vrai que là-dessus, le CES cette année, c'est 170 000 visiteurs qui sont uniquement des professionnels. C'est un salon finalement B2B, dont 50 000 n'étaient pas américains. Donc c'est vraiment, comme disait Paul à l'instant, un public extrêmement qualifié, très pertinent et du coup très exigeant en retour sur ce qu'on va être capable de faire en termes de proposition de valeur. En une minute, l'heure on la gagnera après, mais en une minute il faut être capable de dire de manière extrêmement concrète ce qu'on fait et pourquoi c'est intéressant pour la personne qu'on a en face. Et tout le travail du coaching, c'est de préparer cette relation-là. C'est pas un pitch, c'est pas finalement quelque chose devant des experts, c'est pas quelque chose de technologique. C'est une rencontre en une minute. Voilà, et on doit donner envie et se mettre dans les chaussures de l'autre pour tout de suite être capable, à partir du moment où on a échangé les cartes de visite, de savoir ce qu'il est en droit d'attendre. Alors un mot justement sur Mission CES, quel est le fonctionnement et quelle est la raison d'être de Mission CES ? Alors Mission CES a été fondée par Xavier Dalloz en 2001 à la demande de Gary Shapiro, qui est le patron du CES. Gary a dit à Xavier, moi la France, j'aimerais que les grands groupes viennent voir ce qu'on fait, etc. Et Xavier, donc depuis 2001, emmène des grands groupes, CAC 40, SBF 120, découvrir le CES et se mettre dans la tendance, voir quelles sont les menaces et les opportunités que les technologies leur apportent. Et il y a 3 ans, donc Gary a créé l'Eureka Park, dédié aux startups, parce qu'on avait de l'innovation incrémentale d'un côté sur les grands espaces, et puis là, il fallait de l'innovation de rupture. Et donc Xavier, que je connaissais par ailleurs, m'a dit est-ce que tu peux accompagner les startups, et notamment les startups des territoires, qui n'ont pas forcément beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Et donc on a mis rapidement en place, lui les visiteurs, moi les startups exposantes. Et voilà, notre objectif, c'est aussi de favoriser naturellement les croisements entre les grands groupes français et ces startups-là. C'est cette alchimie particulière qu'il y a entre ce canal historique que constitue Xavier, qui est le seul Français aujourd'hui qui assiste au CEO Summit de la Consumer Technology Association, et puis ces startups, ces jeunes pousses qui l'adorent. Et alors, si on en revient à la 1 minute, c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous également. En fait, on rencontre tellement de gens, il y a tellement de gens qui passent dans les stands qu'en 1 minute, il faut être capable de déterminer si on est face à la bonne personne ou pas. Et en plus de ça, si on est capable de lui vendre notre offre le mieux possible. Romain ? Oui, mais alors on a les badges qui sont visibles, qui nous aident à tout de suite identifier le profil des gens à qui on parle, d'où ils viennent, etc. Et après, pour les pitchs, je dirais qu'il faut être en fait enthousiaste, sincère, et comme on est tous passionnés, généralement le message passe bien.
Paul, Ouais. vous avez fait beaucoup de rencontres sur Oui, ce CES. beaucoup. C'était très continu et intense. C'est quasiment un travail d'équipe comme dans une équipe de basket, hein, sur le stand. On est là, il faut que le produit se voit, il faut attraper les différentes personnes, et puis effectivement prioriser parce qu'on a très peu de temps. Donc il faut être capable d'être incisif et puis sincère, effectivement. Et souvent c'est ça qui transpire parce que surtout sur la French Tech, il y avait vraiment des gens qui étaient tous très heureux d'être là et très fiers de leurs produits. Et ça transpirait pas mal, hein, et je pense, un grand chapeau justement à tous les organisateurs de cet espace French Tech parce que on avait vraiment la sensation que c'était au centre de l'Eureka Park et que les gens venaient pour ça. C'était la partie, on va dire, la plus rafraîchissante qui est peut-être du CES, contrairement aux autres stands, des grands institutionnels internationaux où c'était plus classique, moins surprenant, impressionnant, mais moins surprenant. Moins surprenant, alors que c'est les startups qui avaient les idées, en fait, Voilà. finalement. Les étrangers étaient très impressionnés par notre délégation. En plus, effectivement, on avait un stand Cali qui était brandé avec ce joli coq français. Donc, on était vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir parler de notre solution. Ouais. Donc, en fait, finalement, la France a impressionné au CES. Ouais. On se souvient du patron de Cisco qui disait « France is the next big thing ». Est-ce que là, on a l'impression que c'est effectivement la réalité ? Alors il l'a redit, effectivement, John Chambers, quand il a rencontré après le CES Emmanuel Macron, il disait la future Silicon Valley sera en France. Alors, faut modérer un petit peu parce que John Chambers est fan comme beaucoup d'étrangers, de l'ingénierie à la française et de la matière grise à la française. Il faut voir qu'effectivement, si cette année Cisco met 200 millions d'euros sur la table sur des startups françaises, dans le même mouvement, il met 2 milliards d'euros sur Shanghai. Voilà. Mais bon. Effectivement, on est dans deux ordres de grandeur différents. Là. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans le top 10 de Cisco et c'est très bien, mais on n'est pas en première position du top 10. Cela étant, la France a toujours été appréciée pour la qualité de ses solutions, de ses ingénieurs. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils prospèrent en France et qu'ils ne soient pas comme Sigfox ou Blablacar obligés d'aller se capitaliser aux États-Unis. Ça, c'est un autre débat, mais quelque part, on s'est donné envie, il y a une vraie fierté. Les acteurs publics, ministères, BPI, Business France, les régions, les conseils régionaux, leurs agences de développement font un job monstrueux, énorme. Par contre, la deuxième marche, celle qui est la phase industrielle des levées de fonds à plus de 100 millions d'euros, là, on a besoin des banques privées qui sont encore un peu timides, alors qu'une étude de la COFAS récente montre que le taux de défection d'une start-up technologique, il est de 2,25, alors que dans l'économie traditionnelle, c'est de 2,54. Pour le dire vite, c'est plus sûr d'investir dans une start-up que dans une boulangerie. Voilà, le message est passé. Alors donc Drust, un petit mot sur Drust. Que propose Drust ? Alors Drust, c'est une start-up qui a été créée par 3 amis et anciens ingénieurs de Peugeot Citroën. Donc ils ont décidé de développer une solution à valeur ajoutée pour les conducteurs, pour qu'ils deviennent les premiers acteurs d'une route plus économique, plus écologique, plus durable et plus cool. Donc la solution, c'est Acolyte. C'est donc l'acolyte du conducteur. C'est un assistant personnel d'aide à la conduite. Donc ça comprend un petit joli boîtier qui est ici et une application. Donc une fois branché sur le port diagnostic de la voiture, le boîtier récupère les données standards, les envoie à l'application qui devient en fait le prolongement du tableau de bord et vous donne des conseils live et fun pour... Donc, comme on peut voir à l'écran justement. Exactement, voilà, c'est ça. Pour vous donner des conseils pour économiser jusqu'à 30% sur votre facture de carburant. Donc vous gagnez des points, vous pouvez challenger la communauté aussi. Donc on a décidé de délivrer à travers un jeu. Ensuite, il y a une autre proposition de valeur qui est que Acolyte vous aide à comprendre ce qu'il y a sous le capot de votre voiture. Donc en réalisant des diagnostics avant chaque début de trajet. Il gère aussi votre carnet de maintenance et vous envoie une notif, par exemple si vous devez changer votre pneu arrière droit. Et il localise votre voiture. Et enfin, à terme, la solution permettra de vous connecter à votre garage en cas de panne ou à l'assistance en cas d'accident. Et alors ça a plu, ça pour le coup au CES, les gens ont apprécié. Vous me disiez qu'il y avait même des Américains, vous avez eu des retombées dans des médias américains. Oui, on était très étonnés, c'était assez inespéré de voir autant d'engouement autour de la solution, les gens étaient curieux. On avait une démo sur notre stand qui permettait d'expliquer en conditions réelles le fonctionnement du produit et donc oui, on a eu des retours très encourageants. Parce que c'est des économies monétaires, mais c'est aussi écologique. Est-ce que au fil des années, on se rend compte que le CES va plus vers des produits écologiques ou pas encore ?
Effectivement, l'aspect écologique, c'est un point où on sent que les grandes entreprises sont de plus en plus sensibles à cet aspect-là. Nous, on essaie de le présenter aussi de manière économique, hein, c'est toujours le premier élément, toujours, mais c'est assez lié en fait. Typiquement, nous, dans notre domaine où la consommation électrique est un vrai sujet, le fait que ça soit écologique et économique est souvent lié, donc ça, c'est assez percutant. Et alors justement, Carnot Computing, si on devait définir ce que vous faites en quelques mots. Nous, on allait présenter donc notre CuRAD, donc c'est le premier radiateur ordinateur en fait qui embarque des processeurs informatiques à l'intérieur du radiateur pour faire des calculs et chauffer les gens. Et donc c'est des radiateurs qui font des calculs à distance pour des entreprises, des centres de recherche, et ça permet de chauffer gratuitement des bâtiments. Et là, on présentait en fait un nouvel aspect du radiateur qui est l'aspect celui qu'on voit également tout à fait, sur les images. Donc c'est la nouvelle génération avec tout un aspect bâtiment intelligent parce qu'on profite du fait qu'on est dans toutes les pièces à vivre pour créer une infrastructure de bâtiments intelligents. Et tout l'aspect infrastructure, c'est ce qu'on appelle un peu des game changers. Enfin, c'est ça qui crée des grosses disruptions. Et ça, c'est vraiment le retour qu'on a eu de gens qui nous ont dit oui, effectivement, c'est un produit très surprenant, très disruptif. Donc c'était très intéressant de discuter avec eux pour voir justement s'ils percevaient effectivement un déploiement de ce type de technologie, et on a eu des retours très positifs. Parce qu'en fait, donc mon radiateur est mon ordinateur, ou mon radiateur est l'ordinateur d'un ensemble plus vaste? Alors en fait, au départ, le principe c'est que ce radiateur est un ordinateur pour un ensemble plus vaste, hein. C'est un cloud distribué pour l'usage des entreprises, des grandes ou petites, et puis aussi des centres de recherche. Et là, ce qu'on présentait, c'est aussi la capacité de ce radiateur de servir d'ordinateur pour la maison. Parce qu'en fait, le cloud et le bâtiment intelligent, c'est un peu deux choses qui convergent, puisque les bâtiments ont vocation à devenir de plus en plus numériques, on va dire. Alors, une question qu'on se pose tous, il faut aller au CES, mais ça coûte combien d'aller au CES ? Sébastien, vous avez une idée de... En moyenne, il faut compter entre 3 000 et 3 500 euros par personne présente sur le stand. Par personne, donc pas... Pour une start-up qui expose. Parce que vous avez un stand qui est à 2100 dollars avec un peu d'électricité, un peu d'internet, mais tout ça est très standardisé. Alors c'est un prix qui est extraordinaire, hein. C'est quasiment un prix coûtant de la part du CES, parce que si vous traversez l'allée, vous sortez de l'Eureka Park, vous faites x10 le mètre carré. Donc déjà c'est un produit qui est déjà bien adapté aux startups, et ensuite voilà, pour une boîte qui part à 3 personnes, on n'est pas loin d'un billet de 10 000 euros. Ensuite, il faut voir les retours qu'on a. Et c'est vrai que moi, pour celles que j'accompagne, en étant bien préparé, en étant finalement très précis dans ses objectifs et sa méthode, j'en ai plusieurs qui ont déjà des rendez-vous de pré-contractualisation avec soit des grands groupes français, soit des entreprises américaines, soit pour certains des entreprises japonaises et chinoises, non, parce que c'est un autre schéma, mais avec des Japonais, des Coréens. Donc le taux de transformation peut être assez rapide. Par contre, il ne faut pas se faire peur. C'est-à-dire quand ces gens-là ont besoin d'un rendez-vous, c'est qu'ils considèrent que vous êtes prêt. Et donc, même si on n'est pas prêt, il faut dire qu'on est prêt. Donc il faut être prêt pour aller au CES. Il ne faut pas y aller trop tôt si on n'a pas forcément de produit. Oui, parce qu'il peut y avoir un effet boomerang. Oui. Ouais, je pense que ces startups ont été sélectionnées aussi avec un time to market qui soit assez cohérent. Donc on est tous sur le point de commercialiser. Et en effet, il faut pouvoir surfer sur les effets bénéfiques du CES. Oui, je pense. Alors on a pas mal parlé de retombées médias, mais on peut avoir d'autres types de retombées. On disait que vous avez rencontré des investisseurs, des distributeurs, des financiers. Ça aussi, comment est-ce qu'on mesure ces retombées-là du coup ? C'est surtout sur les échanges, parce que c'est le genre de personnes qu'on a l'habitude de rencontrer aussi en France. Typiquement, les investisseurs, quand on les voit passer là-bas, si votre produit les intéresse pas, au bout de 10 secondes, ils sont partis. Ils sont au stand d'à côté. Voilà, ils sont sur le stand d'à côté. Donc, on voit bien quand ils creusent la discussion jusqu'où ils vont, le fait après, derrière, qui nous indique de les recontacter rapidement, etc. Tout ça, c'est sur la partie investisseurs qui sont des indicateurs très positifs, hein. Enfin, c'est des pitchs finalement. Et après, sur les distributeurs ou les partenaires industriels, ça permet de passer aussi du temps. Il y a des gens avec qui on passe 1 minute, puis il y a des gens avec qui on passe même jusqu'à une demi-heure, mais où vraiment on décortique tout ça en détail. Donc ça montre vraiment l'intérêt de ces personnes-là, et puis de prendre contact derrière pour aller plus loin. Alors, mission CES, vous étiez donc sur l'Eureka Park, vous avez encadré un certain nombre de startups. Combien exactement ? 45. Et sur ces 45, quelles étaient les tendances qui se dégageaient ? C'était plus des objets connectés ? C'était plus de l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas.
On avait tout ça, c'est-à-dire qu'on avait du big data, de l'intelligence artificielle jusqu'au point du web sémantique. On avait pas mal de green tech avec des sociétés très belles comme Fresh Sciences à Montpellier, comme Watt, Win, qui était lauréat des Innovation Awards. On avait un truc farfelu, mais qui a fait un carton, c'est le sextoy connecté de Alors, Bill on a vu Sensory, passer plusieurs les articles Bretons. dessus. Ouais, effectivement. Voilà, c'est absolument génial. Ensuite, il y avait Klaxoon qui a fait aussi un carton, et puis Diet Sensor. Et est-ce qu'il y avait des tendances qui se dégageaient où on se disait les Français sont bons dans certains domaines en particulier ou En fait, ce qui caractérise la perception que les étrangers ont des Français, c'est qu'on est capable de penser des écosystèmes. Là où les autres travaillent à essayer de vous enfermer dans des systèmes propriétaires et de faire leurs propres standards et de l'imposer, nous, on est les rois de l'interopérable. On est les rois pour penser justement, et Drust en est un exemple évident, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la techno, on s'en fiche des technopropriétaires, on disrupte tout ça et on fait un truc qui correspond à l'appétence et à l'attente du consommateur. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique de l'ingénierie à la française, et c'est pas tout à fait un hasard si le patron technique de SpaceX chez Elon Musk et le patron du programme Tesla sont deux ingénieurs français, quoi. Et vous partagez, vous également, l'opérabilité, le fait de pouvoir changer comme ça, c'est un peu la French Touch, finalement, de la French Tech. En fait, on nous avait dit avant de partir qu'on était déjà attendu. Je crois que même si je me demande si c'est pas Gary Shapiro qui avait dit que il y a beaucoup de ce qu'ils appelaient des game changers qui émergent de France. Et c'est vrai que ça s'est confirmé là, et les gens venaient pour ça parce que c'était très disruptif. Enfin, il y avait des capteurs de mouvement un peu vraiment surprenants par rapport à d'autres choses où on voit c'est plus dans la continuité, comme tu disais, imposer effectivement des normes, des choses comme ça. Donc vraiment création d'écosystèmes disruptifs avec des bonnes idées, quoi. Parce qu'on le disait en début d'émission, donc il y avait près de 200 entreprises présentes, plus qu'en 2015, la deuxième délégation étrangère derrière la Chine. Comment expliquer qu'on ait de plus en plus de startups ou d'entreprises françaises qui se déplacent et qui vont au CES, à tel point que maintenant on les attend en plus? Il y a des soutiens évidents du gouvernement, il y a des soutiens en amont par exemple de Business France, il y a des soutiens financiers de la BPI, il y a des émulations aussi autour de licornes comme on a parlé, comme Sigfox. Donc il y a cet effet d'engouement qui fait que de plus en plus de startups sont présentes, sont reconnues et sont écoutées. Est-ce que vous avez pu vous balader un petit peu dans les allées du CES ou vous êtes resté sur vos stands respectifs? Alors c'est marrant parce qu'on était en face. Vous êtes allé voir quand même à côté. On s'est quasiment pas vu. Ah oui, d'accord. En une semaine. Moi j'ai eu le temps le dernier jour de traverser tout le reste du CES en courant. Donc ça m'a pris 2 heures. Donc j'ai pas vu grand chose, mais j'ai vu l'immensité surtout du lieu. Si après j'ai visité quand même pas mal le Reka Park où il y avait vraiment effectivement beaucoup de choses et des choses auxquelles on s'attend pas, et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, nous aussi on a pris le temps parce qu'on est venu à 4, donc parfois de arpenter les allées pour découvrir aussi des tendances. C'est important aussi de rester ouvert sur ce qui se fait autour de nous, et j'ai été assez marqué par le développement des drones aussi, qui embarquent de plus en plus de caméras, avec aussi maintenant un drone qui va embarquer un passager carrément. Un passager, on l'a vu effectivement, la société Yang. Voilà, donc c'était assez intéressant aussi de voir ce qui se développait. Il y a Parrot qui a présenté aussi son aile en avant-première, donc c'était super. Sébastien, vous avez eu le temps de vous balader un petit peu sur les grandes tendances que vous avez vues dans le stand? Assez peu, en vérité. Assez peu aussi. Alors c'est vrai que je partage ce qui vient d'être dit. L'an dernier, on avait tout ce qui roule, là, on avait tout ce qui vole. Je ne sais pas ce que ça donnera l'an prochain, mais ça, effectivement, les drones étaient extrêmement présents, notamment ce drone à quand même 22 millions de dollars, qui peut embarquer un passager, mais de maximum 100 kilos. Ce que je retiens surtout, c'est la présence de plus en plus massive de la logique data-driven, c'est-à-dire des sociétés qui sont guidées par une exploitation fine, intelligente et prédictive de la donnée. On a un océan de données, c'est l'expression d'une boîte qui s'appelle Creative Data, qui est
à Rouen qui est très très experte là-dessus. Mais voilà, on est en train de réaliser le trésor que constituent les données. C'est de l'intelligence, pour l'instant c'est de la matière, on dit c'est le pétrole du 21e siècle. Et bien voilà, on a besoin de raffinerie maintenant. Et il y a énormément pouvoir l'analyser pour pouvoir l'analyser, l'exploiter, la valoriser, la monétiser et l'utiliser de manière prédictive et pour faire en sorte que on travaille encore mieux, que voilà, la signature du CES depuis des années, c'est Technologies for a Better Life, les technologies pour un monde meilleur. Ils y croient et on y croit aussi. Et alors, avant d'accueillir Samantha, Sébastien, j'imagine que vous retournez au CES l'année prochaine. Eh oui. Carnot Computing et Dross retournent également au CES l'année prochaine. Oui, on est très motivés pour y retourner l'année prochaine. Ce qui est assez drôle, c'est que pendant que vous êtes au CES, il y a un guichet qui s'ouvre pour les inscriptions de l'année prochaine. C'était la cohue. C'était la cohue. Enfin, c'est une machine de guerre, hein, l'organisation du CES. Vous recevez déjà les choses pour l'inscription, trouver les bons stands, etc. Donc, mais de toute façon, on est très très motivés pour y retourner. Ouais. Même réponse, très motivé pour le refaire. C'était une super expérience. Oui. Et donc du coup, on vous retrouve dans un an pour nous dire comment sera passée l'édition 2017. Et je vous propose maintenant d'accueillir Samantha Seban pour le clin d'œil de la semaine.